Salut tout le monde, ici Corben de Corben.info. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aujourd'hui parler de O3. Et oui, ça ne vous aura pas échappé si vous suivez un petit peu l'actualité tech autour de l'IA, des LLM, etc. Vous avez sûrement vu que OpenAI a sorti son nouveau modèle O3. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous parler de ce modèle, ce que ça fait, à quoi ça sert, quels sont les usages qu'on peut en attendre, et puis surtout, on va le tester. Voilà, on va le tester en long, en large et en travers, notamment pour les développeurs, parce que c'est un modèle qui s'adresse vraiment aux gens qui font des maths, de la science, du code, etc. C'est pas un modèle très littéraire, c'est plutôt un modèle STEM, comme on dit, donc c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, donc voilà, de quoi s'amuser si on aime la tech, et puis les maths et les sciences, etc. Mais avant d'aller plus loin, quelques nouvelles quand même du Patreon, pour ceux qui me soutiennent, merci à vous. Chers amis, sur Patreon, sachez-le, pour ceux qui me suivent, je vous ai mis toutes mes formations qui ont quelques années maintenant, qui ont 2-3 ans, voilà, les petites formations que j'avais faites à l'époque sur Podia. Je vais fermer le compte Podia, donc du coup je les ai mises sous forme de playlist sur YouTube et c'est partagé pour vous dans l'espace patreon.com/corben. Donc si vous êtes abonné, vous aurez accès à tout ça, voilà. Je ferme la parenthèse et je vous emmène sur le site d'OpenAI O3 qui a sorti son modèle O3 mini. Et ouais, parce qu'en fait OpenAI, ils se sont pris un petit vent avec DeepSeek, le modèle chinois très récemment. Et le truc c'est que ça a pas mal insécurisé les investisseurs, la bourse, etc. Ça a eu des conséquences. Donc comme en décembre ils ont présenté leur modèle O3 qui était assez intelligent, assez balèze. Alors je mets intelligent avec beaucoup de guillemets, vous voyez ce que je veux dire quand je dis intelligent, c'est-à-dire qu'il a plus de capacité que le modèle précédent, ça veut pas dire qu'il va vous remplacer. Mais voilà, la différence pour ceux qui ont testé O1 avant, c'est que ce modèle-là est très rapide. Donc il est spécialisé dans les mathématiques, les sciences, le codage, voilà, enfin le développement, etc. Il est très rapide, donc il est rentable forcément. Et il intègre aussi des fonctionnalités plutôt innovantes, mais j'en ai déjà vu des similaires, notamment chez Anthropic, mais qui permettent de faire de l'appel de fonction, des sorties structurées et des messages, un peu de debug, en fait des messages dédiés aux développeurs, ce qui permet de l'intégrer plus facilement en prod. Voilà, c'est vraiment un outil qui est dédié aux devs, faut pas l'imaginer en train de... O3 en tout cas dans cette version mini, là pour répondre à vos emails. Il peut le faire aussi, c'est pas un souci, mais ce sera moins efficace que d'autres modèles plus verbeux comme Claude ou ce genre de choses. Alors là on le voit, voilà, il y a des petits benchmarks, etc. On voit ici ils ont passé des tests de maths, des tests de PhD level science question, donc des questions de science d'un niveau doctorant, on va dire ça comme ça. Et donc on voit que le modèle se décline en 3 versions. Il y a le O3 mini qui est low, donc qui demande pas beaucoup d'efforts de raisonnement. Il consomme moins de ressources, il est plus rapide, etc. Il fait un effort de raisonnement basique, parce que là faut pas oublier que O3 et O1 sont des modèles qui raisonnent et donc voilà, qui ont un effort pour réfléchir, je mets encore des guillemets mais j'aime bien ce mot-là, pour réfléchir à un sujet et vous fournir une réponse qui correspond à ce que vous attendez. Donc voilà, en termes de qualité, bien sûr. On a donc O1 Preview qui est bien en deçà de tout, qui était le vieux modèle, un bêta. On a O1 ici, on a O1 mini. Alors ils ont pas mis O1 Pro, bon je sais pas pourquoi, moi j'ai O1 Pro parce que j'ai l'abonnement un peu cher d'OpenAI. Et ils ont donc ces 3 modèles, donc O1 mini qui a un effort de raisonnement qui est bas, qui est O1 3 mini en version low. Il y a le medium et le high. Le high, il fait un effort de raisonnement qui est plus long, qui est plus complexe, voilà, il demande plus de puissance machine, donc forcément il nous sort les meilleurs résultats. Donc voilà, donc en termes de maths, O3 mini dans sa version high éclate tout le monde. Sachant que sur chatgpt.com, je vais dessus, voilà, moi ce que j'ai, c'est que j'ai le O3 mini classique, donc je pense que c'est le low et le high. J'ai pas la version medium, enfin en tout cas j'ai pas l'impression. Voilà, donc j'ai directement ça. Donc on a le O3 mini, il le décrit comme rapide pour faire du raisonnement avancé, et on a le mini high pour great at coding and logic. Donc là voilà, bon pour tout ce qui est code et logique. Très bien, c'est parfait. PhD level, donc là on est un chouïa au-dessus de ce que proposait O1. Bon ok, pourquoi pas. Ce qui était marrant, c'est que O1 Preview était même plus fort là-dessus que O1 nouvelle version. Et compétition de code, c'est ça moi qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble, on va faire du code à l'aide de O3. Voilà, compétition de code, on est sur un truc qui éclate tout. Donc c'est à ce jour, je pense, le modèle le plus performant pour le dev, donc le O3 mini high. Je dis high parce que c'est celui que je vais tester. Il est accessible avec l'offre à 200 balles par mois d'OpenAI, mais je pense que le O3 mini sera très bien aussi. Ce que je vais faire, vous pourrez le refaire avec le O3 mini, mais vous voyez, le O3 mini low, il sera moins performant que le O1 sur voilà, des questions de software engineering, et même sur des questions de code pur, on est un petit peu en dessous.
Donc bon, si vous n'avez pas le gros abonnement OpenAI, vous n'allez peut-être pas forcément voir la différence. Nous, on va le tester en conditions réelles et on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, ce qui m'a choqué avec ce modèle, c'est qu'il est très rapide. Je vais vous montrer une petite différence. Je vais prendre le O1 Pro, par exemple, ou plutôt le O1 tout court. Voilà, je vais dire bonjour. Je vais lui demander de résoudre une petite équation rapidement. Voilà, c'est un truc que j'ai copié-collé sur Internet. J'ai pas la réponse. Enfin, je dois pouvoir avoir la réponse sur le site sur lequel j'ai pompé. Bon, là, effectivement, O1 est assez rapide aussi. O3, bah pareil, O3 Mini High ou Mini est très rapide sur la même chose. Donc, je vais l'éditer. Commence pour vous montrer un peu la rapidité. Il est moins rapide que O1, évidemment, parce qu'il est un peu plus récent, mais par rapport à O1 Preview, O1 Pro, pardon, il est vachement plus rapide. Donc, voilà la vitesse d'exécution de O3, sachant qu'on est sur la version Mini High et on a aussi un petit détail de sa réflexion au départ. Si je vous mets le O1 Pro Mode, juste pour montrer, on va voir s'il est aussi rapide que ça. Voilà, O1 Pro Mode, moi c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser et c'est pour ça que la vitesse de O3 m'a choqué, c'est que O1 Pro Mode il est assez lent en fait. Voilà, donc il fait sa petite pop-up là et puis il résonne. Donc visiblement O1 Pro reste quand même le meilleur en raisonnement. Maintenant est-ce que c'est le meilleur en code, j'en sais rien. Faudrait voir les benchmarks sur O1 Pro, mais ils les ont pas mis dans leur dernière version. Donc je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Mais en allant sur la version, enfin sur la page qui parle de O1 Pro, ici, donc j'ai Competition Code et Competition Math. Ici, on a des notes de 86, donc il éclate O1. Là, O1 était à 78, et là, on est à 90 sur la compétition de code et 89 avec O1. Donc on va se concentrer sur le code. Moi, tout ce qui est code ici, que je vois, c'est que O1 classique ou O1 Pro Mode, en code, on est kiff-kiff, 89-90. Si je me remets sur la competition code ici, j'ai pas les mêmes échelles, alors je saurais pas trop comment convertir ça. Mais si je prends un ordre de grandeur, voilà, O1 est là. O1 Pro doit être un tout petit peu plus au-dessus, même s'il n'est pas dans le graphique ici. Et on voit que O3 Mini, bah, l'éclate, clairement. Donc bon... On va partir du principe qu'O3 Mini, dans sa version High, est le plus pointu en termes de code. Maintenant, on va aller faire des exemples, parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. On va tester un peu tout ça, on va voir un peu ce qu'il nous fait comme code. On peut essayer d'exécuter son code aussi, de voir un peu ce que ça donne. Et puis on parlera de l'API, mais après, dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais commencer avec un exemple un peu basique. Donc je vais aller sur voilà, cette version-là, je vais lancer un nouveau chat, hop, et je lui demande, peux-tu écrire un script Python qui se connecte à l'API publique d'OpenWeatherMap pour récupérer la météo d'une ville donnée et afficher la température en degrés centigrades. Donc je vais bien me mettre sur O3 Mini, voilà, dans sa version High, j'utiliserai que celle-là. Voilà, si vous avez un abonnement ChatGPT à 20 balles par mois, vous aurez le droit, je crois, à 15 prompts, enfin voilà, 15 sollicitations de ce modèle par jour. Et si vous avez un abonnement à 200 balles par mois, vous avez le droit autant que vous voulez. Donc là, on part sur un raisonnement qui, on voit que ça réfléchit un petit peu, quoi. Ça va moins vite que l'équation tout à l'heure, parce que je pense que c'est quelque chose d'un peu plus original. Donc voilà, il prend un peu le temps. Je vais poser donc une question en français. Vous voyez, il crache la réponse très très vite. On va regarder ce qu'il nous donne. Donc je vais faire un script Python. Donc là, c'est toute sa réflexion qu'on voit ici. Donc voilà, il dit, je vais récupérer, extraire la température en Kelvin, en Celsius, etc. Je vais m'assurer que les températures soient bonnes. Je vais aller chercher les données, ok, avec un script Python et récupérer la data. Ok. Alors moi, je dois avoir une clé API qui traîne, voilà, ça tombe bien. Donc je vous propose qu'on teste ce qu'il a fait, parce que l'idée c'est de voir un peu tout ça, parce que bon là, il me file un code. J'ai aucune idée si ça fonctionne vraiment pas. Je vois juste qu'il faut une clé API, ça tombe bien, j'en ai une. Voilà, il faut des dépendances avec pip install request. Bon, il n'y a pas grand chose, très bien. Et ce script utilise le paramètre unit metric pour que l'API retourne directement à la température. Donc je vais me créer un nouveau dossier et comme d'hab, je vous partagerai les sources, en tout cas pour les Patreons. Nouveau sous-dossier, je vais l'appeler météo, ok, et on va créer un nouveau fichier dans lequel, que je vais appeler weather.py ou météo, allons-y, soyons bien franco-français, météo.py. Ok, très bien. À partir de là, je récupère le code, on va fermer ça, j'en ai pas besoin, je colle le code, je vois qu'il y a une clé API, donc je vais mettre ma clé API, donc je vous demanderai de fermer les yeux pour pas la voir. Voilà, j'ai mis la clé API, elle est un petit peu cachée, et maintenant je vais lancer un terminal. Je vais installer la dépendance en suivant son tuto, donc install request, on va voir si ça passe, ouais, ok, de toute façon j'avais déjà installé ce truc. Et on va lancer le script. C'est parti, donc Python, météo, je prends le bon dossier, on va voir si ça se lance tout seul.
console météo.py. Je vais me créer un petit environnement virtuel d'abord. Voilà, je suis dans mon environnement virtuel. Je vais réinstaller ma lib parce que ça n'a pas marché. Donc pip install request. Ok. Et ensuite, on va lancer python météo.py. Voilà, entrer le nom de la ville. Hop, je vais mettre Grenoble par exemple. Voilà, entrée. La température actuelle est de moins 0,24 degrés. Pourquoi pas? Alors, je vais aller vérifier quand même la météo à Grenoble. Météo Grenoble. C'est météo précise. Hein. On est à 9 degrés à Grenoble. Donc bon, la météo, c'est pas son fort visiblement. Je vais essayer un autre truc, une autre ville. Paris. Allez, Paris, 6,94 degrés Celsius. Je vais voir la météo à Paris, de mon côté. Ah oui, c'est ça. Bon, Grenoble, je vais pas avoir les bons chiffres, mais 6 degrés à Paris, on est à 6,94, presque 7. Hein, c'est de la météo temps réel. On est plutôt pas mal. On va essayer notre ville, plus au sud peut-être. Marseille. Hop, voilà. Marseille, 12 degrés. Vous avez de la chance, les Marseillais. Et si je regarde vite fait la météo à Marseille. Oh putain, météo Marseille. Voilà, 12 degrés. Bon, voilà. Donc là, il m'a fait un script vraiment ultra basique, mais ça permet de voir s'il est capable d'interagir rapidement avec une API. Donc là, on voit, on a une API. Bon, c'est une API qui est assez connue, hein, mais il est capable voilà, de s'en sortir. Il a des connaissances. Il peut gérer des appels HTTP et interpréter les données JSON. Voilà, si on regarde en détail le code, en gros, on a des paramètres, la ville, la clé API, les unités, la langue. On a l'URL de l'API. Il fait sa petite requête, donc il peut envoyer une requête. Il récupère un JSON et il est capable de l'exploiter. Autre chose qu'on peut lui demander, donc pour l'instant c'est un 10 sur 10, on va dire ça comme ça. Autre chose qu'on peut lui demander, c'est nous expliquer comment on implémente tel ou tel algorithme. Donc histoire d'être neutre, je vais recréer une nouvelle conversation, toujours en O3 mini, et je lui dis explique-moi comment fonctionne l'algorithme très rapide Quicksort et génère un exemple de code en Python. Donc là c'est un concept Quicksort hein, qui est complexe, voilà, c'est un truc assez classique. Hein. En gros c'est un algorithme de tri rapide, voilà, pour trier des tableaux, voilà, sans que ça prenne trop de... Donc là, il va nous expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est Quicksort. Donc le tri rapide au Quicksort est un algorithme de tri efficace basé sur la stratégie diviser pour régner. Voici comment ça fonctionne. D'abord, on sélectionne un élément de la liste. Donc imaginez une liste avec plein de trucs. D'ailleurs, on va apprendre un truc, on va lire son explication, comme ça on va comprendre ce concept, hein, si vous n'êtes pas familier avec le Quicksort. Donc on a une liste d'éléments. Ok, on sélectionne un élément de la liste. On va l'appeler pivot, c'est ce qu'il nous dit. Le choix du pivot peut varier. Ça peut être le premier élément, le dernier, un élément aléatoire, une médiane, etc. Ce pivot va servir de référence pour le partitionnement. Très bien. Ensuite, la liste est réorganisée de façon à ce que tous les éléments inférieurs au pivot se trouvent à sa gauche et tous les éléments supérieurs au pivot se retrouvent à sa droite. Donc le pivot, lui, il est à sa position finale dans la liste. D'accord ? C'est un pivot, donc c'est un point fixe dans la liste. Et ensuite, on applique récursivement la même procédure sous liste à gauche et à droite du pivot. Et donc on rétablit en fait dans la liste à droite un pivot et on retrie encore une liste à gauche, une liste à droite. Et puis de l'autre côté, on fait pareil, etc. Et en fait, tout ça permet de trier très rapidement une liste sans que ça augmente la complexité et donc la charge processeur, quoi. Voilà. Donc on a un exemple ici de code en Python, fonctionnel en plus, il nous régale. Voilà, voici une version simple de l'algorithme qui utilise des compréhensions de liste pour séparer les éléments. On a ce qu'il faut ici. Et si je regarde en détail, donc j'ai une liste avec des éléments qui ne sont pas triés, 3, 6, 8, 10, machin. On appelle la fonction quicksort et il nous trie la liste. Et il nous fait 1, 2, 2, 3, 6, 8, 10. Ok. Et donc là, on voit en fait que on définit le pivot, qui est l'élément central ici, c'est-à-dire qu'on divise la liste en deux, et à chaque fois on divise la liste en deux, et à chaque fois on divise la liste en deux, et donc on sépare les listes, une liste à gauche, une liste au milieu qui en fait équivaut à celle du pivot, et une liste à droite. Et ensuite on appelle tout ça de manière récursive. Donc là on a une fonction, voilà, je veux bien croire qu'elle soit fonctionnelle pour du pivot, pour du quicksort. Ensuite on a un autre exemple, donc pour éviter l'utilisation de listes supplémentaires et réduire la consommation de mémoire, on peut implémenter une version en place du tri rapide. Donc ça c'est encore un autre truc. Donc la différence en fait c'est que le premier en fait ça se porte sur une liste et là on travaille sur un tableau qui techniquement est aussi une liste en Python, mais voilà, c'est plus pour trier des tableaux et ce qu'on appelle un tri en place. Voilà, me demandez pas plus, je suis pas expert sur ces sujets d'algo, c'est pas mon truc, mais voilà, je vois qu'on a quand même des concepts, en tout cas on a du code, on a des explications, on a de quoi comprendre, etc. Donc pour comprendre des concepts de code, etc. O3 a l'air de plutôt bien gérer le truc, hein, il nous explique bien. Je pense que le modèle a des bonnes capacités en fait à expliquer des concepts complexes de manière simple et fournir des exemples qui tiennent la route, quoi, et qui sont clairement bien expliqués. On remarquera d'ailleurs que c'est en français, donc voilà, c'est nickel. Maintenant on va voir s'il est capable aussi d'optimiser et de débugger du code.
code. On va rester un peu dans l'esprit des algos quicksort. Je vais prendre un bout de code en Python qui permet de trier une liste, mais qui n'est pas un algo, enfin qui n'est pas un bout de code très optimisé. D'ailleurs, je vais l'exécuter ici. Donc, je vais faire un nouvel exemple. On va l'appeler nouveau dossier plutôt, et je vais l'appeler Bubble. Bubble, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais utiliser un algorithme de tri à bulles, qui est en fait un algorithme qui est connu pour être lent, pour être pas très efficace sur des grandes listes. Donc, c'est un truc de merde, hein, mais c'est fait exprès. On va voir s'il arrive à bien l'optimiser. Donc, on va faire un nouveau fichier. Je vais l'appeler bubble.py. Voilà, je colle le code, on va le regarder ensemble. Hop, voilà. Donc, bubble sort trie la liste en utilisant l'algorithme de tri à bulles. Cet algorithme est très lent pour de grands volumes de données. Donc, on mesure la longueur de la liste, parcourt tous les éléments de la liste. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait faire en tant que dev débutant, hein. C'est-à-dire que voilà, on fait un petit algorithme de tri de liste basique, sans avoir conscience par notion de ce qui existe en termes d'algorithme de tri, par exemple. C'est typiquement le genre de merde que je pourrais faire moi. Voilà. Maintenant, je vais demander à O3 de l'optimiser, parce que là, je me rends compte que c'est lent. On peut le lancer d'ailleurs, on va le lancer. Ça sera rigolo qu'on voit un peu ce que ça donne. Voilà, Python Bubble. Alors, on voit pas, c'est quand même assez rapide, hein, mais en même temps, c'est normal. C'est pas une grosse liste. Voilà. On pourrait rajouter un petit truc qui calcule le temps d'exécution. Comme ça, on aura une idée un peu plus précise. Donc là, j'ai deux possibilités. Alors, soit je mets une liste vachement plus grande, soit je calcule un petit temps d'exécution. Donc, je vais importer import time, voilà. On va prendre le début, enfin le temps avant le tri plutôt. Ensuite, on appelle la fonction bubble sort de ma liste. Et une fois que c'est fini, on va stocker le temps de fin. Et donc, le temps d'exécution, c'est la fin moins le début. Et on va printer le temps d'exécution. Voilà. Donc là, normalement, si je relance, je sais que ça a pris 5.24 puissance moins 0.6. Voilà. On est dans ces ordres de grandeur là. Maintenant, je vais aller discuter avec l'IA, avec O1. On va créer... on va rester là-dedans. Plutôt, non, je vais faire un nouveau chat quand même. Parce que j'ai pas envie que ça soit biaisé par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, voilà, j'ai ce code. Ou plutôt, j'ai ce bout de code qui trie une liste, mais il semble lent pour de grands volumes de données. Peux-tu me proposer des améliorations? On va avoir le temps qu'il met à me faire ça. Et on va tester ces améliorations. Voilà, donc là, il me dit le tri à bulles est notoirement inefficace pour de grands volumes. Donc, déjà, il reconnaît le truc. Bon, en même temps, il y a bubule partout écrit dans le code. Hein, donc, forcément, c'est beaucoup plus simple. Il explique pourquoi. Et donc, il me propose soit d'optimiser le tri à bulles lui-même. Pourquoi pas? Soit d'utiliser l'algorithme de tri intégré à Python. Pourquoi pas? Donc, j'ai deux possibilités. Voilà, soit j'utilise ce que Python a prévu et ce qui est le plus optimisé. Voilà, et je pense que la deuxième solution est plus rapide parce qu'il me dit cette amélioration donc du tri à bulles, hein, il a optimisé ma fonction de tri à bulles, mais il me dit cette amélioration est utile si la liste est déjà partiellement triée, mais le tri à bulles reste globalement en ON au carré dans le pire des cas, donc c'est exponentiel quoi, en termes de complexité. Et donc là, voilà, je vais prendre ce code là ici et puis on va tester. Donc on se souvient, hein, j'ai un temps d'exécution de 5, entre 5 et 7 à la puissance à l'exponentielle, moins 0, enfin l'exponentielle 6. On va dire ça comme ça. Je le relance, voilà. Et donc là, je suis vraiment à une milliseconde. Si je compte le nombre de zéros, j'en ai combien? 3, 5, j'ai 6 décimales après la virgule, donc je suis toujours à moins 6, mais au lieu d'avoir 5 ou 7, j'ai 1. Donc je divise le temps finalement par 5, par 7, enfin voilà. Là, on est vraiment sur de l'infinitésimal en termes de puissance, hein, de temps d'exécution, donc c'est pas très parlant, mais si j'avais vraiment une très très grosse liste à trier, là on serait sur un algo beaucoup plus optimisé. Donc voilà, une fois encore là, sur cet exemple numéro 3, O3 fait preuve de quand même qualité pour tout ce qui est optimisation et débugage de code. Donc vous pouvez partir d'un fragment de code que vous avez existant et lui demander de l'optimiser. Sur ce nouvel exemple, maintenant, ce que je veux voir, c'est s'il est capable de générer des graphiques. C'est pas sûr, c'est pas gagné, je pense pas, mais voilà, pour voir si il peut nous présenter de la data. On va voir parce que c'est quand même un truc un peu basique. Donc je vais lui passer un truc un peu simple, hein, voilà. Alors ça va être, je pense pas qu'il le fasse directement, mais en tout cas il pourra écrire le code qui fait ça. On va lui passer, donc on va lui demander s'il peut écrire un script qui ait des fichiers CSV, calcule des statistiques et affiche résultats sous forme graphique avec matplotlib. Je lui passe un petit CSV basique avec un ID et des nombres, ok, rien de méchant, et on va voir ce qu'il va me pondre. Moi pendant ce temps là je vais préparer mon CSV, comme ça je l'aurai, donc je vais faire un nouveau dossier, nouveau folder, je vais l'appeler matplot, hop, dedans on va faire un nouveau fichier, data.csv, je colle mes données, voilà, je sauvegarde, et on va faire un deuxième fichier, on va appeler mat.py. Alors c'est que des exemples en Python que je vous fais parce que l'habitude, mais voilà, c'est des trucs que vous pouvez faire avec du Node.js, enfin vous pouvez coder ça dans le langage que vous voulez quoi.
Je pense que ChatGPT O3, Mini High et même les autres d'avant discutent tous les langages de code, enfin les langages de dev qu'on utilise tous. Donc là voilà, je me retrouve avec un exemple de code pour pouvoir faire des moyennes, des choses comme ça et afficher tout ça en graphique. Donc on va tester. Déjà on va installer Panda et Matplotlib. Voilà, ça s'installe et on va récupérer le code. Pour l'instant c'est un sans faute, hein. J'ai pas eu besoin de débugger quoi que ce soit, il n'y a rien qui s'est craché, tout fonctionne. Ce que je n'avais pas encore eu avec ni O1 Pro, ni O1, ni voilà, peu importe le LLM que j'ai, que j'avais lancé avant sur du code, même basique comme ça marche pas toujours du premier coup. Donc là on va aller dans Math, je suis dans Bubble, on va sortir de Bubble et on va lancer Math.py et je pense qu'en paramètres, alors il me dit le CSV se trouve dans le même répertoire que le script. Bon, il va prendre celui-là par défaut, donc j'ai pas besoin de le passer en paramètres. Je lance et là, oh, incroyable. Ça a mis un petit peu de temps, mais regardez, il a vraiment utilisé Matplotlib et il m'a affiché un truc quoi. Donc j'ai vraiment une liste de nombres là qui était mon CSV. Il a calculé la moyenne, il a calculé la médiane de tout ce qu'il y avait avec l'ID, bah, c'est incroyable. Donc là c'est vraiment un exemple, hein, ça vous parle pas parce que le fichier CSV que j'ai mis c'était quoi? C'était juste un ID et un nombre. Mais il est capable, en fait là je lui ai demandé de mesurer enfin de représenter plutôt la distribution de la colonne nombre. Donc nombre, on a vous voyez 12, 45, 78, 34, etc. Donc il les représente ces nombres là-dedans et il peut dire où est-ce qu'on en est en termes de médiane ou de moyenne de tous ces nombres. Bon, bizarrement on est au milieu, mais bon c'est parce que mon exemple s'y prête, mais on est bien sur une représentation Matplotlib, donc là c'est assez impressionnant aussi. Il sait utiliser des libs comme ça. Il y a un truc que vous n'aimez pas faire aussi, c'est la documentation. On va voir maintenant s'il est capable de faire de la doc. Donc je vais rouvrir un nouveau chat et je lui demande de rédiger une documentation en Markdown pour une API RESTful de gestion de tâches en incluant des exemples de requêtes HTTP, guest, post, put, delete. Donc du CRUD, la CRUD, hein, vous savez, create, read, update, delete. Voilà, un peu comme ça, mais en version HTTP, en requête HTTP, avec le fonctionnement de chaque endpoint. Donc là, c'est une demande un peu basique d'une API. On sait même pas trop ce qu'elle fait. Bon, si elle fait de la gestion de tâches, mais ça s'arrête là. Évidemment, si vous avez un projet plus balèze, ça sera un peu plus détaillé. Mais ça va permettre de voir la capacité de ce LLM à générer ou pas une documentation qui soit claire et structurée pour les devs. On va voir si elle s'en sort. Donc je lance, on va voir ce qu'elle me fait. C'est la surprise. Bon, une fois encore, moi je trouve ça hallucinant de rapidité, hein. Alors, on n'a vraiment pas perdu. Ce qui est sympa, c'est qu'on puisse voir la réflexion derrière. Donc là, elle dit voilà, je crée des tâches de management pour enfin plutôt je crée l'API pour le management des tâches. Voilà, là elle réfléchit un peu plus longtemps, vous voyez. Il y a un peu plus d'étapes, de choses. Donc elle conçoit dans sa tête, entre guillemets, hein, tout conçoit sans qu'on le voit l'API finalement quelque part, comment on va l'utiliser, et elle me fait la doc. Et elle me crache toute la doc d'un coup, quoi. Alors une fois encore, comme je vous expliquais la dernière fois, que ça soit O1 ou O3, c'est des modèles qui sont là pour réfléchir. Alors, quand je dis réfléchir, pour processer des informations et s'auto-challenger, quoi. C'est pas un vrai chat comme peut l'être Claude Sonnet ou comme peut l'être ChatGPT 4o. C'est-à-dire que c'est pas en mettant des messages les uns derrière les autres qu'on va affiner la réflexion de l'IA, etc. C'est plutôt en lui balançant un maximum de data tout de suite. Vous lui donnez tout dans votre prompt et bam, elle va mettre plus ou moins de temps, mais à la fin, elle va vous cracher un truc qui sera approfondi, réfléchi, structuré, etc. Donc c'est tout l'intérêt de ces moteurs O1 et O3. C'est un peu différent de la façon, enfin l'utiliser est un peu différent de la façon dont on l'utilise pour du chat 4o ou du cloud classique. Donc là voilà, j'ai une doc en Markdown avec l'API RESTful, c'est documentation d'écrit une API, ok, blabla, les endpoints, d'accord. Et là elle me commence à me proposer des exemples. Exemple de réponse, comment récupérer une tâche, comment créer une nouvelle tâche, comment on met à jour une tâche existante. Voilà, elle a tout fait en fait, elle a tout rédigé pour cette doc un peu nulle parce que elle a pas vraiment de code sur lequel se baser. Mais si je prends un projet sur GitHub plutôt, je vais regarder un petit peu les projets qui sont en trend en ce moment. Bon, ça c'est de la doc. On a Quen. Bon, on a Nate là qui propose un starter kit pour auto-héberger son IA. Il faudrait que je teste ça, ça va être rigolo. Voilà, bon, je prends ça, je vais le donner à un autre outil qui s'appelle Git Ingest, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je le colle, je récupère tout le contenu qui est pas très gros, voilà, et je vais redemander à l'IA de me faire la doc. Donc je vais éditer celui-là. Voici le code de mon projet, voilà, et je balance tout ce que j'ai. Alors là, par contre, je lui ai dit que c'était encore de la gestion de tâches, donc c'est pas ça. En fait, donc pour ce projet, ci-dessous, inclut des exemples de code. On va simplifier parce que là, il n'y a plus de requêtes dedans, de code, et décrit vraiment le fonctionnement de chaque fonction. Voilà, j'ai adapté un peu mon prompt. C'est parti
parti. Donc là, je lui balance tout le code en vrac de ce projet. Pas le mien, donc on va voir ce qu'il va faire. Donc il est en train de détailler la structure du répertoire, ok, les fonctions, il fait le markdown, il améliore le readme. Ouais, parce que je vais fournir le readme aussi, donc il va peut-être des conseils pour améliorer le readme du projet. Voilà, ça continue à cogiter. Donc vous voyez, hein, vraiment en fonction de ce qu'on lui demande, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça peut être plus ou moins long, mais bah, il prend le temps qu'il faut. Hein, donc évidemment, plus on prend de temps, plus ça coûte cher. Et là, après, il me crache toute la réponse. Une fois qu'il a fini en fait son travail de réflexion, il me crache toute la réponse d'un coup. Donc là, je vois, ça a été généré en 51 secondes, alors que je sais pas le test pour l'autre d'avant, mais bon. Et vous voyez, c'est assez impressionnant parce que là, du coup, j'ai vraiment la documentation. Il m'a mis l'image qui était dans telle qu'elle était appelée dans le projet. Table des matières, il m'a fait une vraie table des matières avec tout ce qu'il faut. Donc là, bon voilà, et après, il y avait juste qu'à copier-coller en fait. Les exemples de code, comment on l'utilise. Enfin, c'est assez incroyable quoi. Si vous faites du code et que vous avez besoin d'écrire de la doc, bah, vous aurez tout quoi en fait. Avec cet outil, vous lui donnez votre code et il vous fait une doc de fou quoi. Voilà. Bon, il a dû se baser aussi sur le code sur la doc existante hein, du projet, mais on est sur quelque chose de structuré, clair, en français aussi. Hein, donc, si vous travaillez sur des projets en anglais et que c'est un peu compliqué pour vous de tout capter, vous pouvez lui demander de vous faire une doc en français et ce sera très bien. Voilà, maintenant je vais prendre un autre projet, tiens, un peu plus balèze. Prenons Oumi par exemple. Oumi, c'est donc Open Universal Machine Intelligence, donc je connais pas bien. C'est une plateforme open source pour créer ses propres modèles IA. Ok, tout ça peut être un peu complexe, ça peut être intimidant, compliqué à comprendre, il y a beaucoup de fichiers, etc. Donc pareil, je vais prendre par exemple le Quick Start Guide ici, voilà, ici, et je vais prendre par exemple un truc un peu tordu. Alors le training là, ou le LLM Judge par exemple, ça peut être sympa. Donc c'est encore, elle est bien cette doc, elle est bien, elle est pas trop complexe. J'essaie de trouver un peu un truc compliqué. Je prends les concepts core du projet, voilà, ça m'a l'air un petit peu tordu. Bon, disons que ça peut faire un peu peur parce que voilà, il y a beaucoup de jargon technique, etc. Donc moi, ce que je peux faire maintenant, c'est demander à ChatGPT, spécialisé en code, de traduire la doc en anglais et de la reformuler pour un public non spécialiste. Donc je vais prendre tout ça là, hop, je vais le copier et je vais le coller. Voilà, je le mets dedans, on va voir ce qu'il va me dire. Là, l'idée, c'est de tester en fait les capacités de ce LLM à transformer en fait un texte technique, à le traduire dans une autre langue, hein, donc en français notamment, et surtout adapter le niveau de langage. C'est ça qui est important, c'est que voilà, faut que quelqu'un qui soit pas technique puisse comprendre. Donc c'est des capacités intéressantes aussi ça, parce que ça permet de mettre à portée des choses qui sont très complexes. En tout cas pour ceux qui sont pas informaticiens, ceux qui sont pas développeurs, il y a plein de mots qu'on connaît pas, hein. Inférence, train, modèle. Bon, je pense que vous connaissez, mais ouais, dataset, les gens normaux de la vie de tous les jours ne connaissent pas tous ces mots. Donc là, il m'a fait une doc adaptée que moi je trouve encore un peu trop complexe, mais bon, il l'a traduit en English, merci. J'aurais dû préciser, je voulais du français. Du coup, je recommence. Oui, j'ai laissé en anglais, en français. Hop, en français. Mon spécialiste de jeunes enfants. On va mettre ça parce que on est tous au fond de nous des jeunes enfants. Et c'est reparti mon kiki. Ouais, je sais, c'est les vieux qui disent c'est parti mon kiki, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis de mon époque aussi. Ça bosse. Je pense qu'il a compris que je voulais du français aussi, mais French, et c'est parti. Donc là, on a une génération en 39 secondes, ça va. Et concept de base, voilà. Donc il m'explique, voilà, Oumi combine une fiabilité de niveau entreprise avec une flexibilité adaptée à la recherche en prenant en charge l'ensemble du cycle des vies modèles de fondation depuis la préformation jusqu'au déploiement. Pour l'instant, je comprends à peu près tout, hein, c'est des mots en français. Voilà, il n'y a pas de jargon technique, un jeu de données existant, synthèse de documents, pré-entraînement. Là, on a des petits mots compliqués, un SFT, DPO, ok, mais je pense qu'après, on a peut-être le détail. Concept de base, voilà. Et donc, pour faire de la trad de doc, pour faire de l'adaptation de doc, je pense que c'est pas adapté aux jeunes enfants, malheureusement, mais on est quand même sur un modèle qui est spécialisé dans les technologies, la technique, les sciences, les maths, etc. Et je pense que c'est peut-être complexe. Alors, attendez, j'avais pas vu, mais il m'a fait un Oumi expliqué simplement. Donc, il m'a fait deux versions, en fait. Il m'a fait une version traduite en français, ok, et après, il m'a fait une version compréhensible par les enfants. Il le dit là. Une version reformulée pour être accessible à un public non spécialiste, notamment de jeunes enfants. Ah, bah voilà. Donc, ce dont je me plaignais là à l'instant, en fait, il l'a fait quand même, il l'a fait en deux étapes, il l'a fait en deux parties. Voilà. Imagine que Oumi est une grande boîte à outils pour aider les ordinateurs à apprendre à devenir plus intelligents. Voici comment on peut comprendre ce que fait Oumi de manière simple. Oh, c'est tellement merveilleux ça, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue, parce que n'importe quel concept complexe auquel vous voulez vous atteler, vous savez, des trucs qui vous les lisez, ça vous dépasse, votre cerveau même se débranche en fait quand vous les lisez, parce que c'est en anglais, parce que c'est des notions de maths, c'est des trucs où il vous manque des connaissances même pour que ce soit abordable pour vous. Bah là, avec ce modèle, ça devient facile en fait, ça devient clair. Je dis pas que vous allez tout apprendre comme ça, vous allez tout savoir, mais vous pouvez vous faire expliquer des concepts complexes ou voilà, et creuser un sujet comme ça de manière
progressive en la vulgarisant. Enfin, c'est un super vulgarisateur parce que lui, il capte bien tous ces concepts et voilà, il peut décrire ce que ça fait, quoi. Voilà, en résumé, Oomyt est un outil qui aide les ordinateurs à apprendre et à bien fonctionner en donnant des instructions claires et organisées. Ce truc, les gars, enfin, peu importe le LLM, hein, là je parle de ChatGPT O3, mais peu importe, mais c'est mieux, j'allais dire, c'est même mieux que Wikipédia, vous voyez. Wikipédia, ça a toujours été une révolution formidable parce que ça libère et ça apporte la connaissance à tout le monde. On a accès à une encyclopédie, on peut tout savoir, tout apprendre, c'est collaboratif, c'est génial. Mais il faut quand même se les fader, la doc technique, les explications, les trucs, quoi. C'est-à-dire que pour s'intéresser à des sujets comme ça, il faut quand même être assez érudit en termes de vocabulaire, de compréhension de concepts, de choses comme ça. Là, si vous vous sentez un peu limité intellectuellement, mais pas parce que vous êtes limité intellectuellement, ouais, mais juste des fois on arrive sur une page, on arrive sur un sujet et on capte rien en fait, on capte rien parce que ça nous éclate le cerveau, c'est tellement complexe, il nous manque des notions, on n'a pas les compétences en maths, enfin je veux dire, moi c'est tous les jours que ça m'arrive ça. Là on a des modèles, et notamment O3, qui est capable de faire ce pont en fait entre des concepts ultra poussés et notre petit cerveau de débutant, quoi. Et moi je trouve ça génial. Voilà, bon, on va essayer un autre truc, c'est voir un peu si O3 a des capacités pour générer des requêtes, notamment en langage de requêtes un peu spécialisé. Je pense par exemple au GraphQL, vous savez, qui permet de faire du requêtage sur des API, ce genre de choses. Donc pareil, il y a une petite demande, hein, c'est pas très compliqué. Je vais lui demander de me générer une requête GraphQL qui récupère une liste des utilisateurs avec leur nom, email et titre, les 3 derniers posts. Bon, on va voir ce qu'il va me pondre. Donc le GraphQL, c'est quand même spécialisé, hein, c'est spécifique. Voilà, et donc là il me propose ça, voilà, un exemple de requête GraphQL qui récupère pour chaque utilisateur son nom, son email et les titres de ces 3 derniers posts. Donc on a une query, un get users with latest post, user, name, email, post, voilà. Et il m'a fait la requête. Et après il précise, hein, la syntaxe des arguments ici dépend de l'implémentation de votre API GraphQL. Donc évidemment là, moi mon API elle est pas dev, elle est pas développée, il a pas de connaissance de ce qu'est mon API, mais même à ce niveau-là où il est un peu paumé, il a pas vraiment le vrai code derrière, il est capable quand même de me proposer un truc qui m'a l'air cohérent. Dans le même style, d'ailleurs j'aurais pu garder le même chat, on va lui demander autre chose, on va lui demander de nous expliquer comment fonctionne l'authentification OAuth 2 dans un contexte un peu particulier qui est celui des API web, et lui demander un exemple d'implémentation avec environnement Node.js. C'est un peu particulier, donc là en fait l'idée c'est de voir si ce LLM est capable de combiner à la fois de la théorie, hein, donc explique-moi comment fonctionne OAuth 2, voilà, c'est de la théorie, et de la pratique, de la théorie un peu spécifique, hein, quand même, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte d'API web, donc c'est voilà, et donne-moi des exemples d'implémentation, donc c'est-à-dire avec combiner de la théorie avec des exemples concrets en fait, et très concrets puisque je lui demande du Node.js. Donc là j'ai la théorie, hein, voilà, il m'explique ce que c'est, comment ça fonctionne dans un contexte d'API, très bien, avec les paramètres, l'obtention du code d'autorisation, etc. Et ensuite c'est parti pour les exemples de code. On installe Node.js, il me fait même le petit tuto, je l'avais pas demandé, mais il me fait le petit tuto d'install, il me fait tout, le petit code d'exemple qui va bien. Bon, j'ai pas envie de le tester, mais vous avez compris le concept. Et voilà, donc une fois encore, 10 sur 10 pour O3, on est vraiment sur un truc assez incroyable pour les devs. Maintenant on va voir s'il peut résoudre des bugs. Voilà, ça c'est intéressant, moi c'est la partie qui m'intéresse le plus, hein, parce qu'évidemment quand je code, je suis pas un très bon codeur, je suis pas un très bon dev, je fais des bugs. Donc forcément, et des bugs qui sont pas forcément des bugs fonctionnels, mais aussi des bugs de sécurité. Donc je vais lui passer un code avec des failles exprès, et on va voir. Donc le prompt c'est le suivant, voici une erreur que je rencontre dans mon code Python, peux-tu m'aider à identifier la cause de l'erreur et me proposer une solution? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester mon code. Alors c'est un code spécial pour l'occasion, donc je vais créer un nouveau dossier, faille on va l'appeler, et on va mettre nouveau fichier. Code.py, je suis pas très inspiré, donc là on va le regarder, un code d'exemple. En gros, on a 2 fonctions. On a une fonction qui est insécure, donc qui contient une faille de sécurité. Donc en gros, ça demande à l'utilisateur d'entrer une expression arithmétique, hein, donc un petit 2 plus 2 par exemple, et ça l'évalue avec la fonction eval pour exécuter du code. Donc on lui demande de faire on demande à la personne de faire un petit truc de maths, et en fait l'utilisation d'eval est dangereuse dans cette fonction parce qu'elle permet d'exécuter du code non contrôlé. Voilà, donc ça c'est une faille. Clairement, on est sur
une faille de sécurité. Ça va marcher, mais on a une faille de sécurité. Et ensuite, on a la buggy loop. Voilà, c'est une fonction qui parcourt une liste avec 10 mots dedans, mais elle essaie d'accéder à un index dans cette liste qui n'existe pas. Parce qu'à la dernière itération, vous savez, elle va sur le 0, plus 1, etc. Machin, bah, ça se crache. Ça se crache, parce qu'en fait, ça va plus loin que le tableau. Voilà, elle essaie d'itérer de 0 à 10 au lieu d'aller de 0 à 9. Donc là, c'est une faille, enfin, c'est pas une faille de sécurité, c'est juste un bug classique. On va lancer ce code, on va voir comment ça plante. Je vais lancer ton code.py. Donc, il me demande une expression évaluée, je mets 2 plus 2. Ah, et là, j'ai une erreur, regardez, c'est normal. Hein. Donc, bon, il y a les deux fonctions, 2 plus 2, le résultat est 4, donc ça, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a le test de la fonction buggy loop où il me dit, bah voilà, 0, 0, 1, 2, 3, ah, erreur, j'arrive pas à aller à 10. Voilà, on sort de la liste. Donc, moi, j'ai ce problème-là, donc je vais le donner au LLM. Alors, je suis sur des exemples basiques, hein, donc, mais voilà, l'idée, c'est de montrer s'il est capable de le faire. Donc, voici l'erreur que je rencontre dans mon fichier Python, donc je vais lui mettre l'erreur, voilà, hop, peux-tu m'aider à identifier la cause de tout ça? Donc, je vais lui passer le truc. On va voir s'il me trouve la faille de sécurité en même temps. Mais en même temps, je lui mets trop d'indices dedans. On va enlever les commentaires et on va renommer les fonctions. Voilà, j'enlève un peu les commentaires. Comme ça, il n'aura pas conscience que c'est fait exprès en fait. Je renomme les fonctions aussi. Je print et bah on est bon. Donc là, voilà, j'ai mon code un peu classique. Voilà, et je lui envoie. C'est parti. Donc là, sa mission principale, c'est de trouver le bug. Donc il n'a pas trouvé la faille de sécurité. Il l'a pas vu. Alors on va voir résolution de l'erreur. Donc ça, c'est sa réflexion. L'erreur se produit en fonction maloup lors de l'itération de la liste. Voici explication, création de la liste. Bon, il a trouvé l'erreur. Bon, en même temps, c'était un peu facile, mais voilà. Et il me propose une solution. Voilà, très bien. Il a réussi le test, mais il n'a pas vu la faille de sécurité. Analyse mon code pour voir s'il y a des filles. Ça, c'est des filles de votre région. Non, c'est des failles de sécurité. Voilà. On va voir s'il s'en sort avec ça. Donc là, il va reprendre le code que j'ai envoyé juste avant. Ah, ça y est, il a trouvé. Donc là, il l'a vu. Hein. Dans sa réflexion, il voit que j'utilise eval. Donc, on est sur les deux fonctions. Eval dans la fonction top eval. Voilà. Là, il a compris le problème. Eval évalue dynamiquement une chaîne de caractères dans du code Python. Ça représente un risque majeur de sécurité, etc. Donc après, bah voilà, il me propose un correctif. Donc, enfin, en tout cas, comment on peut l'exploiter plutôt. Un utilisateur malveillant pourrait saisir une expression qui exécute du code arbitraire. Donc, si je tape ça, bah, je peux formater mon disque. C'est chaud quand même. Donc voilà. Donc ça, il l'a trouvé. Il a trouvé la faille. Et puis, bah, il m'a remis un correctif pour la fonction qu'on a vu juste avant, qui sort du tableau, qui s'éclate au niveau du tableau. Voilà. Bah voilà, j'ai fait des exemples simples hein, volontairement. Maintenant, moi, mon objectif, ça va être de voir un peu comment je l'utilise O3 dans mon code existant, parce que j'ai déjà développé des plugins, des extensions, plein de trucs en fait autour de... Enfin, j'ai plein de trucs de code, mais je pense que je peux toujours optimiser, améliorer, corriger, voilà, etc., etc. Et en fait, mon code évolue à chaque fois qu'il y a un nouveau LLM qui sort, une nouvelle version, que ce soit O1, que ce soit Sonnet 2.5, que ce soit... Voilà. Je fais des tests pour voir si je peux améliorer des choses, corriger des choses, trouver des failles de sécu, etc. dans mon code. Donc là, je suis content. À chaque fois qu'un nouveau modèle sort, bah, je peux avancer comme ça dans mes projets. En tant que non-développeur, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà un peu pour mes tests. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a relevé tous les challenges avec succès quand même. Je n'ai pas tout testé non plus, mais globalement, il a réussi à faire du code exécutable à 100%. Il a fait de la doc qui m'avait l'air très correct. Il a trouvé des failles, il a trouvé des bugs. Il a été capable de mélanger des concepts à la fois, enfin d'expliquer des concepts théoriques plus facilement, et puis même de mélanger ça avec des concepts techniques, enfin avec de la production de code. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez badass, hein, je veux dire, qu'OpenAI nous a sorti, quoi. Sans compter les parties données structurées. Donc, je vous propose qu'on aille sur le dashboard et qu'on aille voir un peu tout ça au niveau de l'API. Voilà, donc là je suis sur plateforme.openai.com, c'est là où ça se passe pour les développeurs. Voilà, on va aller voir le playground déjà. Je vais prendre le modèle 3 mini dans sa dernière version. Donc O3 mini il est là, voilà. Et ensuite là c'est intéressant, c'est que je peux choisir le format de réponse. Texte, JSON, enfin objet JSON ou schéma JSON. Voilà. Et le low, medium, high est ici. Là, juste au-dessus, là, ici. Voilà, là. On peut choisir si on veut un gros effort de réflexion ou pas. Donc je vais prendre low. Et on peut acheter des fonctions. Donc ça c'est cool parce qu'en fait, on peut, par exemple, je vais faire un exemple. Par exemple, get weather. Voilà, j'ai une fonction ici de récupération de la météo. C'est la fonction récupération météo. Description détermine la météo. Ok. J'ai des paramètres et donc j'ai une location qui est de type string, la ville et l'état, par exemple San Francisco, etc. Et j'ai une unité string, machin.
machin. On a également un générateur ici pour générer la fonction. Donc, par exemple, je veux une fonction qui met le titre dans un... Voilà, je vais demander là de me faire une fonction avec un titre. Ajout du titre généré par l'IA dans un JSON pour WordPress. Voilà, j'ai ce genre de truc. Ok, bon, je vais faire save. Choix de l'outil, bah voilà, je peux appeler la fonction. Ok, très bien. Et maintenant, je vais faire mon message. Enfin, je vais en tout cas essayer. Je veux un titre pour cet article. Je vais prendre un de mes articles, par exemple celui-ci, et je vais prendre juste le texte vite fait. Voilà, c'est récupéré et j'envoie. Ah, il m'engueule un peu parce qu'il faut que je lui précise que je veux un format JSON. Donc je précise dans mon prompt fournir un format JSON et je lance. Parce que sinon il me fait une réponse un peu verbeuse. Si j'utilise le mot JSON ou je dis je veux un format JSON, je vais avoir une réponse structurée. Voilà, et là donc j'ai un JSON structuré en fonction de ce que je vais demander. Et vous voyez, on a title, format, meta, author, date. Et là, si je prends ici, on a title, format, on a author ici, on a date ici. Donc en fait, je retrouve ce que j'avais dans ma fonction. Qu'est-ce que ça permet ça? Ça permet de faire en sorte que si vous avez un code chez vous, par exemple, je sais pas, vous avez une fonction qui va mettre un article de blog, par exemple, dans une base de données, vous avez besoin du titre, du contenu de l'article, éventuellement des mots-clés, de l'auteur, de la date de l'article, de son statut, est-ce qu'il est publié ou pas, etc. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que, enfin, toutes ces informations-là, vous de votre côté, dans votre fonction, vous avez dans votre code, vous avez une fonction qui gère tout ça, qui va traiter ça, ou des fonctions qui vont traiter ça. En fonction de la fonction que vous avez, vous avez des paramètres dans cette fonction. Des paramètres qui sont plus ou moins obligatoires. Vous avez voilà, des types sur les valeurs, etc. Et donc cette partie-là permet de définir un schéma pour votre fonction. Donc, par exemple, celle que j'ai fait tout à l'heure là, voilà, add title to JSON. Bon, le titre était un peu couillon, mais vous voyez, j'ai le paramètre title, format et meta sont obligatoires. J'ai une propriété titre qui est de type string, un format qui est de type string, et en méta, j'ai, comme je disais, un auteur de type string aussi, une date de type string. Bon, j'aurais pu mettre de format date. Hein. Tout ça, c'est required, c'est obligatoire. Et en fait, l'IA, si j'ai mis de fournir un format JSON, il sait que la fonction que j'ai, en fonction des fonctions que j'ai mises là, il peut me donner une réponse structurée. Donc ça, c'est vachement important parce que ça permet de plus se prendre la tête à essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, des cubes dans des ronds, et on obtient tout de suite quelque chose de fonctionnel pour son code, quoi. Donc bon, là, on est sur le playground pour tester, mais en termes de code, ça se traduit comme ça. Donc c'est assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on a l'appel au modèle O3 mini et on a un message. Voilà, je fais un titre, donc ça c'est mon prompt. L'assistant va pouvoir répondre, sauf que la réponse ici, comme je dis, si je voulais un objet JSON, voilà, c'est de type JSON object, et il me fournit, il y a tout en fait là-dedans, il y a le type de structure, et après voilà, je fournis tout, et normalement sa réponse sera toujours la même, enfin toujours structurée de la même façon, puisqu'il va respecter le format de ma fonction que j'ai indiqué ici, quoi. Voilà en gros l'intérêt d'O3 aussi ici, c'est que voilà, on a ces histoires de fonctions, de ces efforts de raisonnement aussi, ça c'est pas mal, parce que si vous avez un truc basique, vous n'avez pas forcément besoin d'un gros effort de réflexion. Voilà, moi j'ai des outils par exemple où c'était compliqué pour moi à faire au début, parce que j'ai du JSON, je demande à l'IA de me faire du JSON, mais des fois elle le fait mal, c'est pas structuré, enfin ça pète, et après mon script il plante parce que il est pas capable d'absorber le JSON renvoyé par l'IA, peu importe Claude ou ChatGPT. Là, avec ce type d'appel de fonction, la sortie qui peut être un objet JSON ou un schéma JSON, etc. On peut spécifier le schéma aussi ici. Voilà, là j'ai un schéma JSON et il me crachera toujours ce schéma-là. Tout ça permet aux développeurs d'utiliser l'IA dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est tout l'intérêt d'O3 en fait. Pour les devs, c'est royal. Voilà, et dans la doc est très bien faite aussi, on peut aller voir. Hein. Mais voilà, on a les modèles. Alors j'ai pas les tarifs, on va voir si on trouve les tarifs. On peut monter en fenêtre de contexte à 200 000 tokens et en fenêtre d'output à 100 000 tokens. Et j'aurais bien aimé voir les prix. Ah voilà, pricing. Ça c'est l'élément qui me manque. O3 mini, pour 1 million de tokens, ça vous coûtera 4,40$. Soit le même tarif que O1 mini, hein, ici, voilà, 4,40$. Donc on est sur les mêmes prix qu'O1 mini. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser O1 mini, ça sera pareil. Et comme on est sur des versions mini, hein, donc des versions qui sont optimisées, rapides et qui traitent que des problèmes STEM, hein, donc Science, Technology, Engineering et Mathématiques, on n'a pas besoin d'un modèle trop généraliste, hein, c'est un modèle spécialisé, donc forcément il sera moins cher. Là par exemple, si vous prenez GPT-4o en modèle générique, la même quantité de tokens, c'est 10 balles, 10$. En version mini, on est à 60 centimes. Voilà, donc il faut comparer ce qui est comparable, hein, c'est-à-dire les versions mini. O1 en version généraliste, on est à 60$ la réponse, quoi. Et je pense que du coup, O3 en version généraliste, quand il sortira, parce que pour l'instant il n'est pas disponible,
on devrait être à 100$ la réponse ou un truc comme ça, j'imagine. Voilà, je dis ça un peu au pif, mais je pense qu'on est dans ce délire-là. Voilà, donc en conclusion, parce qu'il y a un moment à faire conclure, hein, comme dirait Jean-Claude, c'est que O3, franchement, moi, il me fait le cerveau pour le code. C'est absolument génial. Je suis très content que ce truc soit sorti. Je pense que pour les développeurs, pour les gens qui font des maths, pour les gens qui font de la technique, comme moi, comme vous, voilà, pour tous ceux qui ont besoin de manipuler des concepts un peu compliqués ou qui cherchent à faire des trucs avec du code ou de l'algorithmie ou de la vulgarisation même de concepts complexes ou de faire de la documentation, hein, tout simplement. Si vous êtes en entreprise, vous avez besoin de faire de la doc, ça peut être aussi un outil pratique. Attention évidemment à pas envoyer tout le code source sensible de votre boîte à une entreprise américaine. Petit avertissement. Autre chose que je ne vais pas montrer, c'est que si vous utilisez Windsurf, hein, je vous ai déjà fait plein de vidéos dessus avec Cascade et notamment voilà. Dans la dernière version, ils ont intégré O3 Mini ici là, vous voyez. Je peux pas vous le zoomer trop, mais hop si, voilà. O3 Mini et on a DeepSeek aussi, voilà. Mais concrètement là, ce qu'a fait OpenAI, bah, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment, quoi. Moi, je suis un grand fan du travail d'Anthropic. Je trouve que ce qu'ont fait les Chinois avec R1, c'est absolument génial. Mais là, bah voilà, là, OpenAI, en une semaine après les annonces de DeepSeek, reprend le lead et montre qui est le patron, quoi, tout simplement. Mais on savait qu'O3 allait sortir, c'est pas une énorme nouveauté. On savait qu'O3 allait arriver. Là, je pense que O3 en version généraliste est pas encore prêt. C'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti en même temps et que la version mini, bah, permet déjà d'avoir un os à ronger, notamment pour les gens qui font de la technologie, de la tech, code, etc., pour pouvoir bidouiller, quoi. Et Windsurf, là, donc l'outil que je viens de vous montrer, là, utilise O3 Mini en sa version médium. Voilà, raisonnement médium, ça leur coûte moins cher et c'est pas non plus le truc de base. Voilà, ils ont choisi de faire ce choix-là. Ok, je pense que ça doit suffire. Ils ont dû faire assez de tests. Je leur fais confiance. Ça sera peut-être étendu à O3 High après, on verra. Mais rien ne vous empêche ensuite de l'utiliser à côté, quoi, dans le chat et voilà. Donc moi, en tout cas, ça me motive vachement. Ça me donne envie de me remettre un peu les mains dans le code sur des trucs sur lesquels je suis coincé parce que bah pas le temps, trop compliqué, des bugs, des machins, c'est pas le pied. Voilà, il y a toujours des moments un petit peu dans la production de code avec IA où on se retrouve un peu coinsouille parce que bah, l'IA ne s'en sort pas, nous on est un peu dépassé aussi et du coup ça stagne. Donc plutôt que de rentrer dans une espèce de boucle infinie où on corrige, on détruit, enfin l'IA corrige et détruit en même temps le code, bon bah autant tout arrêter, tout figer et attendre le nouveau modèle. Donc le nouveau modèle est sorti, maintenant moi j'ai plus qu'à remettre les mains dans le cambouis et à tester tout ça, voilà, avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, c'était peut-être un petit peu long, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu tout ce que pouvait faire O3 pour les techos, hein, comme je disais, de la production de code, de l'explication de code, de l'explication théorique, de la recherche de failles, de la recherche de vulnes, de la rédaction de documentation, et puis pouvoir mixer aussi tout ça ensemble, c'est-à-dire à la fois de la théorie, de la pratique, voilà, c'est un sans faute pour moi. O3 est un sans faute, O3 Mini, nickel. Maintenant, il va falloir que je l'utilise en conditions réelles. Là, c'est un retour à chaud, on va dire, avec des conditions de laboratoire. Je vous ai fait des tests basiques, simples. Voilà, je vois souvent des gens qui se moquent un peu des youtubeurs comme moi ou des tiktokers comme moi qui peuvent tester ce genre de modèle et qui font tout le temps un peu la même chose, c'est-à-dire un morpion, voilà, des exemples un peu basiques, mais c'est ce qui est abordable, je pense, pour les gens, c'est ce qui est le plus vulgarisé, parce que bah, on va pas se lancer dans je vais développer un nouvel algorithme de chiffrement ultra complexe, machin. Ouais, tu pourrais, mais c'est pas ça qui va nous permettre de savoir, comment on l'utilise, ce que ça fait, et puis de comprendre surtout quels sont ses points forts et ses points faibles. Donc autant prendre des exemples un peu basiques plutôt que de se lancer dans un vrai projet de A à Z. Ça, maintenant, c'est votre rôle de vous lancer dans un projet complet et de coder avec l'IA. Voilà, sur ce, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a intéressé, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et puis à nous rejoindre sur patreon.com/Corben. Je pense que vous allez vous régaler, et je vous dis à très bientôt. Ciao.